Alors voilà, là je suis revenu du terrain, bon on est le lendemain, et j'étale tout ce que j'ai trouvé récemment. Et pour bien vous montrer tout ce qu'on a trouvé dans le niveau, je vais essayer de les nettoyer très rapidement avec un peu d'eau, tout simplement, pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, par exemple, j'ai une grande dent de Striatolamia macrota, bon, malheureusement qui est cassée, mais bon, c'est l'inférieur. Je vais la prendre et simplement la mettre dans de l'eau, comme ça. Je remue rapidement et la dent ressort, vous voyez, presque propre, même totalement propre. Donc ça permet de faire un tri de dégrossissage rapide sans trop endommager les dents. Il faut éviter de le faire lorsqu'on revient directement de la fouille sans l'avoir étalé, parce que certaines dents sont très fragiles et sont déjà imprégnées d'eau, donc peuvent casser. Là, je prends une autre macrota qui est une supérieure. Je vais la tremper également dans l'eau, vous voyez, tout simplement avec un petit bain d'eau du robinet, et je l'étale tout de suite sur une surface dure et sèche. Là, en l'occurrence, je me suis servi d'un mouchoir en papier. Et je vais prendre par exemple cette auriculatus là, qui est incomplète, mais la racine n'est pas présente, mais la dent l'est. Donc pareil, un petit trempage rapide, on secoue très légèrement. Si on veut faire plus simple, on met tout dans un tamis et on trempe dans l'eau. Là, c'est simplement pour montrer comment je procède dent par dent. Voilà. Encore une autre, encore une macrota qui est cassée. Malheureusement, il y en a beaucoup dans cet état-là. Il faut pas se leurrer. C'est la majorité des dents, des os sont cassés. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Je l'avais pris sur place. Je le trempe dans l'eau. Apparemment, c'est rien du tout. Mais bon, je préfère le prendre plutôt que de louper quelque chose. Une autre dent un peu cassée, roulée. Et encore une fois, en trempant dans l'eau, on a tous les gros éléments qui tombent. Là, on va prendre un fragment de dent rostrale de Pristis. Je la trempe à nouveau. Ça me permet, bon, elle est certes pas complète, mais elle était certainement de grande taille. Et là, ce qu'on peut deviner, c'est l'espèce de sillon qu'il y a sur la dent, sur le côté de la dent, qui est une caractéristique des dents rostrales de poissons-ci, qui sont en fin de compte des raies, et non pas des requins, comme on le pense à chaque fois à tort. Là, c'est une dent d'Aetobatis, je pense. Ça, elle est assez complète. Alors, bon, on va voir ce que ça donne une fois rincé. Ouais, c'est une dent d'Aetobatis. Plutôt une supérieure. Donc, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé aussi un pycnodonte. Ah, voilà, une petite dent de pycnodus. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. On dirait un petit galet d'un côté. Et de l'autre, c'est creux. Alors, on va le nettoyer. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. Là, ça donne pas grand chose. Voilà. Alors là, ce que ça donne, on voit mieux la partie racinaire. C'est un petit creux. Et au-dessus, ce qui laisserait penser à un galet, est en fin de compte une dent centrale de Pycnodus, qui est un des rares poissons de ce genre encore présent à l'Éocène inférieur. Et ça disparaît tout de suite après. On n'en a plus aucun dans le registre fossile, si ce n'est des formes remaniées dans des niveaux plus récents, mais ça c'est un autre phénomène. Là, ce qu'on trouve également régulièrement, ce sont des chlamys. Hein. Alors, c'est des rares bivalves qui résistent à la fossilisation dans ces niveaux-là. Comme ils sont constitués en aragonite, comme les oursins, les huîtres, tout ça, ça se préserve relativement bien. Mais malheureusement, il y a très peu de bivalves complets, très peu de gastéropodes, même aucun. Et on a en fin de compte un espèce d'aggloméré qui est essentiellement constitué de restes de dents. Là, on est sur un petit corail qui est quasiment endémique à ce gisement-là, qu'on appelle le Leptosamia gravesi, qui est un petit corail solitaire, très abondant là-bas, mais étrangement, je ne l'ai jamais observé ailleurs. À part dans 2 ou 3 gisements du coin, mais très succinctement, et souvent
petite quantité et qualité médiocre. Alors que là, bon, ils sont pas forcément toujours entiers, mais ils sont fréquents. Donc sur le nombre, on arrive à en trouver quelques spécimens corrects et vraiment qui sont caractéristiques, vous voyez, en forme de petites bananes. J'apprécie beaucoup ces petits coraux là. Voilà. Et dans ce type de gisement là, on a également d'autres coraux plus classiques. Là, on a un Balanophilia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là, on a une espèce de Psamia. Et là, on a tout autre chose, un petit bryozoaire. Alors, quand on ramène du sédiment fin, ce qui n'était pas le cas hier, parce que c'était trop humide, on peut en trouver pas mal. Et vous voyez, ce sont des très belles petites architectures, des constructions animales, hein, parce que ce sont des animaux comme les coraux, et qui permettent de voir des formes très particulières. Alors des fois c'est des petits arbres, là ça fait penser presque à un petit buisson, une petite palme, mais ce sont des centaines de petits individus qui forment des colonies comme ça. Donc ça fait partie des choses qu'on trouve régulièrement dans ces niveaux-là, qui sont une particularité, qui valent la peine d'être pris. Alors là j'ai trouvé encore tout autre chose, ça on n'en trouve pas fréquemment. Malheureusement, c'est un aiguillon dorsal d'une raie. Alors ça, c'est très difficile à attribuer précisément à un type de raie, parce qu'il y a beaucoup de raies qui sont porteuses de ce type d'aiguillon. Mais globalement, on voit bien, là, on voit la partie pointe, et puis avec des petits barbillons sur le côté, qui, lorsqu'ils pénètrent dans la mâchoire d'un requin, par exemple, ou d'un pied humain, si c'est dans l'actuel, ça peut faire extrêmement mal, voire être mortel, parce que certaines espèces de raies actuelles sont mortelles. Ça devait être certainement le cas aussi pour les espèces fossiles, mais on n'en aura jamais la preuve. Hein. Ça, c'est une autre difficulté. Là, on a une dent de Déotrigonodon. Alors, ça, c'est pareil, sur ce gisement-là, ces dents-là sont très abondantes. Plus abondantes que partout ailleurs. J'en ai jamais vu autant que là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, parce que dans d'autres gisements, elles sont présentes, mais elles sont discrètes. Alors que là, elles sont présentes et il y en a quasiment à chaque tamis. Et là, j'en ai une autre qui est peut-être plus buccale, celle-ci, qui est encore différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors voilà, il y a encore un petit crochet, enfin, petite dent, alors qu'on appelle en forme de crochet, hein, parce que vous voyez, ça a vraiment la forme, l'aspect d'un petit crochet. C'est vraiment très caractéristique. Cette partie-là, c'est la partie qui fait la partie broyeuse, et la partie racinaire qui est ici, en gros, c'est pas une racine à proprement parler, parce qu'on n'est pas dans la bouche, on est sur les fentes branchiales, parce que c'est une sorte de deuxième broyage. Hein. Si le poisson n'arrive pas à broyer avec les dents buccales, il peut se rattraper avec les dents pharyngiennes qui sont situées donc sur les pharynx des poissons. Alors, il y a beaucoup d'espèces qui en comportent à l'heure actuelle, mais dans le registre fossile, il y en avait déjà pas mal, puisque par exemple au Maroc, on a dans les formations des Kemkem ou les formations des phosphates, on a dans les niveaux où il y a encore ce type de poisson, comme le maastrichtien, on a des très petites dents qui sont absolument magnifiques, qui sont des fois translucides, qui font 1 mm, 2 mm. Bien sûr, ça nécessite un tamisage et un tri sous binoculaire, mais ça nous donne des informations qu'on ne peut pas forcément avoir avec d'autres éléments plus grossiers qu'on a uniquement de grande forme, de grande taille. Et là, ces petits éléments-là, non seulement en plus d'être magnifiques, ils sont très intéressants parce qu'ils donnent des informations complémentaires. C'est pas toujours le cas. Bon, là, on est dans un sédiment yprésien, donc c'est l'Éocène inférieur du bassin parisien. Donc, on a des similarités, des similitudes. Là, encore une petite dent des Déotrigonodon. Hein. Et je vous dis, là-bas, elles sont vraiment très communes, très très communes. C'est même des fois étrange d'en trouver autant. Parce que bon, si on faisait que ramasser ça, on pourrait ramasser une centaine par jour. Alors que dans la plupart des autres gisements, si on en a une à chaque fouille, on est content. Donc vous voyez, c'est des ordres d'idées, ça permet de faire des comparaisons. Moi, j'ai trié assez récemment là,
un lot d'anciennes dents que j'avais depuis 20 ans, de Balaguem en Belgique. Et c'est pareil, dedans j'en ai retrouvé plein de petites dents là, superbement préservées. Donc c'est un gisement qui est assez comparable au niveau stratigraphie par rapport à ce gisement-là. Et qui donne des résultats très similaires. On est vraiment sur des faunes qu'on retrouve un petit peu partout. Ah, alors là, voilà, là j'ai trouvé, ça c'est une petite dent qui paye pas de mine, bon, elle est jolie. C'est une Jacquelotodus robustus, ça c'est fait partie des grands lamniformes qu'on a dans ces niveaux-là. Ça c'est pareil, à chaque fois que je vais sur ce site-là, j'en trouve une ou deux. Ça reste intéressant, voilà, pour trouver des éléments complémentaires de faune qu'on n'a pas l'occasion de voir nécessairement tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de gisements où ça peut être trouvé, mais ça reste confidentiel. Voilà, en sachant que les macrotas sont les gros pourvoyeurs de dents, puisque là, récemment, j'ai été chez un ami, je lui ai déterminé une partie de ses dents. Et sur tous les lots de dents qu'il avait de plusieurs gisements, la macrota, ça constituait à peu près entre 70 et 80% du stock total. Oui, donc le macrota, c'est un requin, un poisson, qui est hyper présent dans ces niveaux-là, mais ça vaut pour tous les niveaux. Parce que dans le bassin parisien, aussi bien à l'Éocène inférieur que moyen que supérieur, hein, aussi bien dans les niveaux uprésiens que lutétien inférieur, éventuellement lutétien moyen, si on a des dents, ça reste rare, mais ça arrive notamment dans les gisements de la Marne. Eh bien, les grands lamniformes, dont font partie le macrota, sont un des éléments principaux qu'on a comme dents. Hein. Ce sont même les plus grands pourvoyeurs de dents. Et ce que je dis toujours, c'est pas forcément inintéressant, même si c'est une espèce très fréquente. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à partir du moment où on localise, on trouve des premières dents. Hein, le macrota est souvent la première espèce qu'on va rencontrer dans les niveaux fossilifères. À partir où il y a un macrota, il y a souvent une corde d'autres requins et de raies de grande taille qui sont liés. Non pas qu'elles vivaient en commensalisme, probablement pas, mais surtout qu'elles vivaient dans les mêmes niveaux, dans les mêmes conditions de vie, même si le macrota était, lui, certainement beaucoup moins exigeant sur certaines conditions de vie, parce qu'on le retrouve aussi bien dans le niveau un peu limite des eaux fluviales que dans des eaux purement marines. Mais en gros, dès qu'on a le macrota, on a l'auriculatus, on a le robustus, on a le brachycarcharias, on a également des aetobatis, des miliobatis et des pristis. Voilà, ça c'est ces éléments-là qu'on va toujours retrouver. Donc même si vous trouvez des dents classiques, c'est pas parce qu'on vous dit qu'elles sont classiques qu'elles sont inintéressantes. C'est loin de là. C'est parce que quelque chose est classique, souvent ça va permettre de trouver des indices d'autres éléments qui seront présents et qui seront déductibles. Là en l'occurrence, bien sûr, à chaque fois qu'on va sur ce type de gisement-là, les macrotas, comme je vous dis, 60 à 70% de dents. Bon, même si par rapport à tout ce que je ramène, il y en a une faible partie qui sont potables, hein, mais ça c'est l'eau de tous les gisements, c'est même dans au phosphate du Maroc, hein, faut pas croire que 100% des dents sont complètes, hein, loin de là. Hein. Faut savoir qu'une dent, une fois qu'elle est tombée d'un requin, il y a toutes les chances qu'elle soit brisée, très rapidement. Donc la faible partie, le faible pourcentage qui va rester correct, eh bien, va se retrouver en proportion de ce qu'il y a comme élément cassé à côté. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut pas se décourager. Il faut tamiser toujours des gros volumes. Voilà. Ça, on m'avait conseillé le contraire au tout départ. On m'a dit, oh, il faut faire des petits volumes pour trouver ça ici. C'est absolument faux. Hein. Plus vous faites du gros volume, plus vous allez trouver des éléments. Voilà. Ça, c'est, il y a rien d'autre à faire. Si vous tamisez 1 heure, vous allez trouver, admettons, 3 dents. Si vous tamisez 10 heures, vous en trouverez en proportion. Voilà. Bon, et en sachant que des fois, il y a des poches d'accumulation qui fait que on peut avoir une présence, une représentation plus importante. Mais ça, c'est après, en connaissant les éléments sur le terrain,
en balayant. Moi, j'ai toujours un balai en poil de coco dans le sac. Et la première chose que je fais quand j'arrive sur des gisements comme ça, avant de commencer à donner un coup de pioche, je commence à balayer la surface pour voir les couches et observer comment elles sont constituées, voir si j'ai la chance d'être sur une poche ou sur un niveau tout venant. Parce que si on y va comme ça franco sans observer, il y a toutes les chances que vous soyez pas dans le niveau intéressant. Donc vraiment observation. L'observation sur le terrain, c'est primordial. Et surtout ce qu'il faut observer, bon, avec ces choses-là, c'est la présence de galets. Plus vous avez de galets, plus vous avez d'éléments qui vont craquer entre guillemets sous la pelle, plus vous avez des chances de trouver quelque chose. Voilà. Bon, ça on en reparlera probablement sur une autre vidéo parce que c'est un peu hors sujet par rapport à ça, mais ça fait quand même partie du contexte de découverte et de connaissance des niveaux. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard, à bientôt. Au revoir.